première. 7h30, c'est l'invité café. Bonjour à toutes et à tous. Notre invité café de ce vendredi n'est autre que le président de la Polynésie française, Édouard Fritch. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Alors tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la première fois que vous vous exprimez longuement en plateau depuis les intempéries du week-end dernier. Le recensement s'est poursuivi toute cette semaine. On estime à plus d'1,5 milliard les travaux nécessaires, rien qu'en équipement. Quasiment la même somme pour les logements. Plusieurs dizaines de foyers à prendre en charge. Est-ce que les chiffres ont été actualisés depuis ? Il semblerait qu'effectivement nous nous orientions pour ce qui concerne les infrastructures. Dans ces infrastructures, nous incluons la reconstruction d'ouvrages d'art, naturellement. Je pense principalement au pont de la Matatia. Et effectivement, il y a surtout de très très gros travaux de renforcement de berges, d'enrochement dans les rivières qui sont partis avec cette grosse pluie. Oui, c'est vraisemblablement à minima 1,5 milliard. Et pour les logements? Pour les logements, il semblerait, je le dis parce que nous avons fait un point hier, il semblerait que l'ampleur ne soit pas aussi importante que ce qui avait été annoncé au départ. Alors, je suis reparti voir, peut-être parler de l'organisation aussi, parce que c'est important pour ce qui concerne les recensements. Que nous avons organisé des équipes qui ont commencé à tourner dès dimanche après-midi avec 3 entités bien distinctes, donc les affaires sociales avec des travailleurs sociaux qui donc se sont joints à des recenseurs de l'Office polynésien de l'habitat, de l'OPH, et lesquels donc se sont mis avec des représentants de la commune, élus ou plutôt des techniciens, et donc ce sont ces équipes qui sont officiellement les recenseurs. Ceci veut dire que pour répondre à des préoccupations des personnes qui voient passer les recenseurs arrivent toujours à plusieurs. Le recenseur qui se présente tout seul ne représente personne. Faites attention. Effectivement, je vois encore dans la presse ce matin qu'il y a des questionnements sur ce sujet. La commune se déplace avec les affaires sociales et l'OPH et ce sont les équipes de recensement. Alors, les premiers recensements, effectivement, ont été faits par ces équipes et ce sont des recensements qui sont assez rigoureux. Je m'explique. Dans une première estimation, effectivement, nous avons entendu dire qu'il y avait moins d'une centaine de maisons complètement détruites. Alors, les recensements, c'est la maison par terre, c'est la maison détruite. La maison penchée, ce n'est pas une maison détruite. Et pourtant, comme l'on sait, techniquement, il faut pratiquement reprendre les structures. Elle est endommagée. Elle est endommagée et mieux vaut dans ces cas-là, effectivement, construire quelque chose de neuf plutôt que d'aller rattraper et puis plus tard exposer la famille au même danger si on a un cyclone ou quelque chose de ce genre-là. Donc, nous sommes en train de le remettre à jour. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a environ 1 millier de personnes aujourd'hui qui sont en difficulté en matière d'habitat. Sur ce millier de personnes, un peu plus de la moitié sont logées dans les structures confessionnelles, dans les Fare Amuira, les protestants chez les Mormons. Ils ont donc tout de suite ouvert leurs portes à ces familles. Les autres confessions religieuses participent en apportant du main, de l'alimentation. Voilà. Et donc il y a là à peu près 600 personnes qui aujourd'hui sont en réelle difficulté et qui ne peuvent plus réintégrer à leur logement. Donc on en est à ce point-là. Je pense que dès mardi ou mercredi de la semaine prochaine, nous aurons une idée beaucoup plus précise de l'état donc de ce recensement en matière d'habitat. Sur les infrastructures, les choses sont pratiquement scellées. On a naturellement des urgences. Vous savez, nous sommes organisés, on va s'organiser en 2 phases. Il y a la première phase qui est la phase d'urgence. Nous traitons donc l'urgence sur le site. Et puis dans un deuxième cas, c'est-à-dire d'ici 15 jours, nous allons nous occuper de la reconstruction des infrastructures des maisons. Pour l'heure, nous traitons l'urgence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, le pays met tous les moyens. Je m'explique, le pays intervient aujourd'hui pour déblayer des terrains qui sont sous la boue, chose que nous ne faisons que
en situation d'urgence, nous ne pouvons pas et nous n'intervenons pas, nos pouvoirs publics, dans les terrains privés, dans les cours privés, en période normale. Donc, en état d'urgence, nous faisons pratiquement tout en lieu et place de tout le monde. C'est-à-dire que nous intervenons chez le privé pour déblayer, mais nous intervenons aussi sur les ouvrages communaux. Exemple, c'est ce que nous mettons le paquet aujourd'hui sur Paer, qui est en manque d'eau depuis dimanche dernier et qui nécessitera de gros travaux. Nous avons sur place 3 dragues, je crois. Enfin, on a mis le paquet de façon à ce que la commune de Paer puisse récupérer rapidement l'eau. Il en est de même sur Pirea, mais Pirea s'est réglé aujourd'hui. Donc, dans ces travaux d'urgence, donc nous mettons les moyens pour que les communes, les gens puissent retrouver rapidement une situation normale. Et ensuite, donc, viendra la phase de reconstruction. Alors, au niveau des enveloppes disponibles, donc on a parlé des 24 millions pour l'aide de première urgence, donc débloquée par l'État. L'Assemblée a décidé de supprimer le CAVC, le compte d'aide aux victimes de calamités, mais pour laisser mettre en place un système plus simple. Donc, comment ça se passe pour le gouvernement qui peut débloquer désormais des fonds supplémentaires? Alors, c'est vrai que si tu me permets, l'État vient de confirmer effectivement, et j'ai eu la ministre Ilika Baretz dès lundi. Elle a doublé donc l'enveloppe qui avait été consacrée à Hitia Otera. On se rappelle tous ici des dégâts qui avaient eu importants aussi. On parle des 115 millions ou des... Non, on parle voilà, des 12 millions, donc les premières voilà. urgences. Donc Hitia Otera, l'État était intervenu pour 12 millions. Donc cette fois-ci, ils sont passés à 24 millions. C'est un bon signe. C'est un bon signe pour la suite aussi. Bon, enfin, effectivement, j'ai aussi eu confirmation par le président de la République que j'ai eu donc mercredi au téléphone et qui me confirme qu'il ne faut pas. C'est la première urgence et que l'État attend donc aujourd'hui le bilan des dégâts constatés par le pays et l'État. C'est ce que nous faisons aujourd'hui afin de se prononcer donc sur l'intervention de l'État à partir d'un fonds de calamité pour venir nous aider à reconstruire. Alors, comme vous l'avez appelé, c'était 115 millions, donc c'est relativement peu. C'est relativement peu. C'est vrai que bon, l'État non plus n'a pas beaucoup d'argent. J'espère que si l'on suit l'évolution, on va en avoir un peu plus parce que effectivement, sur 2,5 milliards de reconstruction prévisible pour ces intempéries, l'État, je pense, mettra un peu plus. Ne serait-ce que doubler par rapport aux aides de Hitia Otera. Pour exemple, le pays devra supporter, par exemple, 2 milliards de travaux. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, nous nous organisons comme si seul le pays intervient. Donc, pour l'instant, je ne compte pas sur les financements de l'État. Les financements de l'État viendront soulager dans un second temps. CAVC. Alors effectivement, on a fait toute une histoire. On a fait toute une histoire sur la disparition du CAVC, qui était un outil politique. J'étais aussi dans ce gouvernement qui a créé ce CAVC et qui effectivement permettait aux uns et aux autres d'identifier un fonds destiné à. Et désormais, comment ça se passe? Et désormais, ce sont les ministères qui sont dotés de crédits sur une ligne intervention imprévue et qui vont pouvoir eux intervenir. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'effectivement, ces lignes, au lieu de geler de l'argent pendant X mois, ces lignes sont actives. Donc, les ministres ont la possibilité de les utiliser lorsque des imprévus arrivent, et lorsque nous arrivons en période de crise, comme nous sommes actuellement, le ministre des Finances leur libère non pas 1/12 par mois, comme on le fait d'habitude, mais on peut aller jusqu'à libérer les 12/12. Tout dépend effectivement de la trésorerie dont nous disposons dans les caisses du pays. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la santé financière du pays va bien.
Ceci veut dire qu'effectivement, nous n'aurons aucun problème avant même le collectif du mois de février que nous prévoyons, donc vers la fin du mois, nous avons les moyens financiers d'intervenir. Nous avons déjà, pour ce qui concerne les interventions dans pour les sociales, c'est-à-dire l'aide alimentaire, les premières aides de matelas, l'aide d'hygiène, nous avons déjà engagé 8 millions de francs à mardi dernier, qui ont été distribués donc aux uns et aux autres. Et nous sommes à 182 millions d'interventions en matière d'engins. J'ai fait le pari, vous savez, et c'est important, je crois. Il y a donc 5 sites difficiles, Paia, Punavia, Fa'a, Papeete et Pirée. Et 6 avec Mahina, j'ai oublié Mahina, 6. Sur ces 6 sites, nous avons fait le pari de mettre des engins partout où cela était nécessaire. Et actuellement, sur les engins que nous avons mobilisés, je suis en train de chercher les chiffres parce que je veux pas vous raconter d'histoire. Nous avons actuellement en action sur les 6 sites, nous avons 25 dragues et 35 camions qui tournent aujourd'hui pour évacuer tout ce qui est branchage, etc., etc. Vous avez également, vous allez bénéficier de 100 millions supplémentaires venant de l'Assemblée de Polynésie. Comment est-ce que cet argent va être géré, va être injecté? Je n'ai pas pour l'heure le rapport de présentation qui doit être fait à ce sujet-là, mais j'ai cru comprendre en regardant Polynésie Première, parce que c'est la télé que j'essaye de suivre de temps en temps, quand on a le temps. Tous les jours, si c'est possible. En suivant les informations sur Polynésie Première, j'ai cru comprendre qu'effectivement cette enveloppe serait beaucoup plus destinée au mobilier des familles, frigidaires, cuisinières, voire même pour intervenir. C'est classé intervention d'urgence. Donc ça va toucher l'alimentation des personnes qui ne peuvent pas rester chez elles, qui sont logées dans les Freamouira et vraisemblablement une grande partie du mobilier, parce que là la dépense sera énorme. Dernière question sur les intempéries. Vous parliez de renforcement des berges tout à l'heure qui vont être nécessaires. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une réflexion à lancer sur les rivières, justement, parce que c'est à cause justement des débordements de rivières que les dégâts ont été très très importants. Au-delà justement de ces intempéries, est-ce que vous ne pensez pas que dans les années à venir, dans les décennies à venir, il faudrait changer les choses? Je suis allé à la rencontre d'un ancien ministre aussi de l'équipement de James Salmon, qui est à Pirée et qui a été sinistré à Pirée, avec qui j'ai eu une longue discussion là-dessus. Effectivement, nous avons connu dimanche matin une pluie qui va être classé plutôt cinquantenaire et plutôt centenaire. On a vraiment là eu un volume d'eau qui a été déversé sur le pays comme on l'a jamais vu. À Pirée, je n'ai jamais vu. Je suis là depuis les années 80, 81, 82. Je n'ai jamais vu autant d'eau sur la rue Toutrétané. Je pouvais pas remonter la rue. Preuve que c'est possible que ça arrive. Donc il faut réfléchir à des solutions. C'est possible que ça arrive. Naturellement, la première réaction pour ce qui nous concerne a été de dénoncer l'incivisme des gens, parce que lorsque vous voyez tous ces troncs d'arbres découpés, c'est pas des troncs d'arbres entiers, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été arrachés par la flotte. C'est pas les communes justement qui sont responsables? Non, du tout. Ce sont non. Des riverains qui découpent je des prends la troncs. commune de Pirée, je crois que Mahina a dit pareil. Moi-même, j'ai fait la visite jeudi de la semaine dernière. J'étais sur le terrain avec mes équipes pour vérifier que que les berges de la Hamouta n'étaient pas encombrées de lessiveuses, enfin ce qu'on voit d'habitude, de troncs d'arbres. Les berges de la Hamouta étaient clean. Comment il faut faire? Il faut du curage pour que ça ne se reproduise plus. Je vais y venir. Effectivement, il faut arrêter de stocker des branchages, même à 20 mètres de berges de rivière, parce que c'est ce qui s'est produit là samedi dernier, c'est que l'eau était tellement importante qu'elle est montée sur les berges, elle a ramassé tout ce qu'il y avait jusqu'à pratiquement 10 mètres du bord de rivière. Il ne faudrait pas prévoir des travaux pour il faut prévoir l'équipement. C'est l'objet de discussion que nous avons eu avec certaines personnes, et dont mon ami là, James Salmon. Je crois que le calibrage de nos rivières aujourd'hui est dépassé. L'urbanisation, c'est-à-dire aujourd'hui les constructions en montagne, le bétonnage des voies, a fait que moins d'eau part en infiltration.
Et cette eau se retrouve dans les caniveaux de ces lotissements, dans les évacuations d'eau pluviale de ces maisons. Et tout cela aujourd'hui est jeté soit dans les rivières, soit ailleurs. Mais nous absorbons moins d'eau dans nos terres que ce que nous faisions il y a quelques années. Ça, c'est la première chose. Et c'est compliqué, effectivement, parce qu'il faut revoir les débits, si vous voulez. Et la deuxième chose qu'il faut, et dont on se pose des questions, c'est tout ce qui est modification par l'homme. Parce que là où il y a eu des pépins, c'est que l'homme est intervenu. Dans les lits habituels de nos rivières, on n'a pas eu de problème. C'est là où on a eu des déviations, où on a adapté le lit de la rivière. Est-ce qu'il ne faut pas, à la limite, bétonner certains méandres, certains virages de rivière, de façon à éviter que les troncs d'arbres qui sont à l'origine de la déstabilisation de ces enrochements ils ont servi de bélier, de coups de bélier. Ils sont venus percuter sur les enrochements, ça les a fait sauter comme on le fait avec un pied de biche, et puis voilà. Donc vous confirmez qu'il faut une réflexion. Il faut qu'on réserve de l'argent dès maintenant pour y parvenir. D'accord. Rapidement, parce qu'on dépasse un peu notre créneau, mais sur d'autres questions d'actualité, l'association 193 a annoncé la création d'une cellule d'accompagnement et de réparation des victimes liées aux essais nucléaires. Le pays soutient cette démarche, tant financièrement que moralement? Non, pour l'heure, c'est une mesure effectivement que l'association 193 avait déjà annoncée. Donc, il passe à la phase effectivement opérationnelle là maintenant. Ils ont demandé à me rencontrer. Je pense qu'effectivement, je vais les revoir là dans les jours à venir. Pourquoi pas, puisque effectivement, c'est intéressant ce qui se produit, et Mururoa et Tato l'a déjà fait il y a quelque temps, à savoir aller au devant des personnes concernées. Mais je vais vous dire une chose. Ça, c'est de la responsabilité de l'État. Nous en avons parlé longuement avec le président de la République. L'État doit mettre en place des moyens pour financer ces associations qui recueillent ou qui vont avec les malades, les vétérans de Mururoa constituer des dossiers, et je pense en parler très prochainement à Paris et surtout aux futurs candidats. D'accord. Les élections législatives se rapprochent. Ouais. Vous voyez, le Tarouéra a publié un communiqué assez assassin par rapport à la gestion des intempéries de votre part. La campagne a déjà commencé. Et quid de Jackie Graff, par exemple, qui veut absolument présenter sa candidate dans la circo numéro 2? Ça va, ça s'est calmé. C'est plus... Alors Jackie Graff, effectivement, nous en avons parlé encore dernièrement. Je pense qu'on va se mettre d'accord pour qu'on soutienne tous ensemble un seul et même candidat. Pour revenir au communiqué du Tarouéra Huiratira, bon, d'abord, je ne répondrai pas parce que c'est en dessous de la ceinture ce qui se passe là. Lorsqu'on vient reprocher aux jeunes maires, vous savez, le maire de Mahina aussi est en train de récolter ce qui a été fait par les anciennes équipes sur Mahina, des rivières qui ont été détournées, des petits villages qui ont été créés en bordure. Mais bon, on va pas. Ils sont mal placés pour donner des leçons. C'est ça que vous voulez dire? Bien sûr, nous sommes tous co-responsables dans cette affaire. Moi-même, même si je n'y suis que depuis 2000 avec une interruption en 2008, mais je suis responsable de ce qui se passe et je ne vais pas commencer à accuser les uns et les autres. Je me mets au travail et j'essaie de faire comprendre à la population qu'effectivement j'ai ma responsabilité. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Edouard Fritsch, président de la Polynésie. Je rappelle que cette interview est à retrouver en replay sur polynésie-première.fr et Edouard Fritsch sera également l'invité de l'Hebdo en télé ce dimanche. Merci Monsieur le Président et bonne journée. Bon courage pour la gestion de ces dégâts. Merci bien Polynésie Première. C'était l'invité café, 7h30 du